Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Miam, bienvenue à tous ceux qui sont dans la salle, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent sur les plateformes technologiques. Mon nom est Michael Lemelin-Brisebois, je suis ambassadeur à l'École d'intelligence artificielle du CHUM. Au nom de toute l'équipe, nous sommes extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui à cette première édition de nos Miam de la saison 2019-2020. Les Miam, c'est nos moments d'intelligence artificielle le midi. Aujourd'hui, on vous propose une formule dynamique en vous présentant deux projets d'intégration d'IA ici au CHUM. On espère que ça va vous plaire. On est en rediffusion aussi sur Facebook Live. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions parce que, bien sûr, comme à l'habitude, il y a toujours une phase de questions après les présentations. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter Dr David Roberge du département de radio-oncologie ici au CHUM. Il est là pour nous parler de son projet City Cinétique, une application d'IA concrète en radio-oncologie. Donc, je vous demande d'inviter chaleureusement, s'il vous plaît, David Roberge. Merci. Vous aurez compris que je suis médecin, là. Je suis ni ingénieur, mathématicien ou physicien. C'est que dans les questions à la fin, s'il vous plaît, gardez ça en tête. On a seulement 20 minutes ensemble. Ça va être un petit peu un survol de ma profession. J'en vois plusieurs qui n'ont peut-être pas besoin du survol, mais un survol de ma profession, puis un survol d'un petit peu des opportunités d'intégration de l'intelligence artificielle à la radio-oncologie. Vous avez compris l'intérêt. Si on parle un petit peu de ma profession, en gros, la radio-oncologie, on traite surtout des patients qui ont le cancer avec des rayons ionisants. C'est un processus assez complexe avec des appareils de haute technologie dans le sous-sol de l'hôpital et avec des logiciels intégrés multiples. C'est un processus où moi et mes collègues radio-oncologues, on voit des patients à la demande d'autres spécialistes médicaux. On évalue s'ils ont besoin de radiothérapie. Quand c'est le cas, on les fait revenir. Ils ont presque toujours un scan pour pouvoir voir à l'intérieur du corps la zone qu'on veut traiter, les organes qu'on veut éviter. Ils ont souvent, pour mieux voir ces organes-là et ces cibles-là, une résonance magnétique en plus. On prépare un plan de traitement, c'est comment on va envoyer les faisceaux de radiothérapie, c'est quoi leur texture, leur intensité. Ils commencent des traitements chez nous. D'habitude, c'est des traitements quotidiens. Ça va de 1 à presque une quarantaine, mais en moyenne, une quinzaine de traitements. Des fois, pendant le traitement, il faut faire des changements en fonction de ce qui se passe. Puis après, on les voit en suivi après pour voir la réponse du traitement, les complications possibles de notre traitement. En image, un petit peu les différentes étapes. Vous voyez, le patient est venu chez nous, il y a un scan. On voit ici des tranches là, à travers l'abdomen. Typiquement, il y a un humain là, qui doit aller dessiner sur le scan. Ceci est le foie, ceci est l'estomac, les reins, le canal médulaire. Vous voyez déjà peut-être une opportunité d'optimisation. On prépare un plan de traitement. Ça, c'est une représentation visuelle d'un plan de traitement. On a les intensités de radiation qui se projettent à l'intérieur d'un patient, dans ce cas-là pour un cancer de la prostate. C'est l'appareil prototypique de radiothérapie. Le patient vient à tous les jours, reçoit des rayons, puis à tous les jours, on obtient un autre scan, des fois d'une qualité un petit peu moindre, qui nous permet de confirmer qu'on vise au bon endroit, puis qu'il n'y a pas eu de changement dans la tumeur ou dans l'anatomie du patient. Vous voyez ici un petit peu superposé rose par-dessus blanc l'image initiale avant qu'on commence, puis l'image pendant le traitement. C'est que nous, on est une machine à information numérique qui en sort des données de la radio-onco. Moi, j'ai commencé ici il y a un peu plus de 8 ans, puis on avait quand même pas mal de pollution analogue, je dirais, là, dans le département. Ça, c'est une de mes prescriptions de ma première année de pratique. C'est comme ça qu'elle est numérisée dans le dossier du patient maintenant. C'était manuscrit sur un carton qui s'ouvrait en deux. Bien, vous pouvez imaginer, si je veux entraîner un algorithme pour corréler quelque chose sur cette feuille-là avec le devenir du patient, ça ne sera pas simple. Ça, c'est une prescription de médicaments pour la pharmacie du patient. Puis, on avait encore les derniers films sur cellophane ou acétate qu'on a tous vus. On en a un sous-sol d'église ou un entrepôt plein de boîtes de ces films-là qu'on n'utilisera jamais là, pour la recherche. Ça reflète qu'une grande partie du travail de recherche en intelligence artificielle, ce n'est pas la partie plaisante de
choisir des algorithmes, de les optimiser, d'analyser les résultats, c'est beaucoup du travail de faire du ménage dans les données pour qu'ils soient digestibles dans le système. Si d'avance, dans le département, on fait un petit peu de travail au quotidien, mais on a moins de travail à faire après pour chaque projet. Ça, c'est les nouvelles feuilles qu'on voit maintenant. La prescription, non seulement est dactylographiée au lieu d'être manuscrite, mais c'est de l'information discrète qu'on peut aller interroger. On voit les complications des patients sont gradées encore là dans des informations discrètes. Les prescriptions externes, il y a encore un peu de ménage à faire, mais c'est déjà mieux ça que le barbeau manuscrit qu'on a vu avant. Puis on n'en a plus maintenant là, de films là, physiques là, sur un cellophane ou un acétate. C'est que notre usine a produit plus de données, sont mieux organisées, puis on en a moins de paperasse et de choses qu'on ne pourra pas utiliser plus tard. Chez nous, au cours des années, on a accumulé peut-être un peu plus de 2 millions d'images de nos patients, des milliers de plans de traitement, des dizaines de milliers d'organes qu'on a segmentés. Puis c'est un peu la matière qu'on peut utiliser pour entraîner des algorithmes et pour pouvoir avancer dans ce milieu-là. Ça représente quand même une petite partie. Ça, c'est les examens totaux là, du CHUM. Vous voyez qu'il y a une augmentation dans les dernières années avec le nombre de scans et de résonance magnétique. Puis on va produire des centaines de milliers d'examens au CHUM. En radio-onco, c'est peut-être des dizaines de milliers de ces centaines de milliers-là. Un autre effort qu'on a fait, c'est que c'est beau les examens et les informations en radio-oncologie, mais des fois, on aimerait ça les corréler avec d'autres informations dans l'hôpital. On veut voir s'il y a une corrélation entre une prise de sang ou une hospitalisation, quelque chose qui s'est passé en radio-onco, mais il faut être dans le même système. On est chanceux d'avoir, depuis relativement peu, un lac de données au CHUM qui s'appelle Citadel. Bien, on a fait l'effort de système d'information en radio-oncologie, qu'on appelle chez nous Mosaïque, de le vider les informations dans le lac d'information de l'hôpital pour pouvoir faire là, ces différentes corrélations-là. On a aussi eu la chance de pouvoir engager du personnel dédié à la radio-onco pour essayer d'aider justement avec l'organisation de ces données-là, qui n'est pas toujours simple et qui, des fois, qui demande de la main-d'œuvre spécialisée. L'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire avec un algorithme quelque chose qui aurait été fait par un humain, comment on peut intégrer ça à la radio-oncologie? Bien, il y en a une partie, c'est juste de prendre des tâches répétitives puis de les faire au lieu de manière automatisée. Ça peut permettre aussi à quelqu'un qui est nouveau de plus rapidement arriver au même résultat que ses collègues qui ont des années d'expérience. Ça permet aussi, dans certains cas, de diminuer un peu la variabilité entre les différents individus dans les tâches. On peut aussi utiliser l'expérience des patients qu'on a déjà traités, même si c'est quelqu'un d'autre qui s'est occupé de ces patients-là, pour informer le traitement des futurs patients. On peut savoir si le patient d'aujourd'hui, si on a fait quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait avant, c'est d'essayer de diminuer des cas où on en échappe peut-être une qu'on aurait pu faire mieux, puis d'augmenter un peu la productivité dans certaines tâches. Des tâches en radio-oncologie, il y en a à l'infini. C'est que le plus de tâches répétitives qu'on peut faire avec des algorithmes, bien, le plus les gens peuvent faire d'autres tâches que maintenant ils n'ont pas le temps de faire. On a déjà une application assez étroite de l'intelligence artificielle en radio-oncologie. On a un logiciel commercial qui est d'intelligence artificielle, mais pas d'apprentissage machine. C'est un algorithme qui va prendre des patients qu'on a déjà traités, qui va apprendre le résultat des optimisations de plans de traitement, puis qui va appliquer ça aux futurs patients. C'est-à-dire qu'on nourrit ce logiciel-là avec des patients que nous, on a déjà traités, avec des plans qu'on considère de qualité. Puis quand le prochain patient arrive, bien, ça nous dit, bien, pour cette anatomie-là de patient, tu devrais pouvoir obtenir à peu près ce résultat-là, puis même je vais t'aider à commencer l'optimisation pour arriver à ce résultat-là. C'est sûr que ça, c'est un peu moins excitant de dire, bien, ce qu'on va faire finalement, c'est juste d'augmenter l'efficience. On aimerait aussi faire des choses qu'on ne peut pas faire maintenant. Des fois, les deux, ça corrèle. C'est que si on doit, par exemple, réoptimiser un plan de traitement à tous les jours, bien, ce n'est pas possible sans gain d'efficience. On ne peut pas mettre des gens à faire ça dans une demi-heure là, alors que le patient est en train de recevoir son traitement. Mais dans d'autres cas, on va utiliser l'information pour découvrir des savoirs inexistants. Peut-être que dans le scan du patient, ou encore mieux, dans les divers scans que le patient a dans notre département,
il y a de l'information qui permet de prédire, bien, ce patient-là, lui, ça ne va pas bien aller, puis peut-être qu'on devrait donner plus de radiation. Ce patient-là, ça va vraiment bien aller, puis peut-être qu'on pourrait donner un traitement moins intensif, puis sauver des effets secondaires. Peut-être qu'un autre patient, on peut prédire, lui, il est à risque de toxicité, puis on va le surveiller d'un peu plus proche pour pas qu'il soit hospitalisé. Il y a différents algorithmes maintenant. Là, la mode, c'est l'apprentissage profond pour aller segmenter justement les images, convertir les images. Ils ont différentes architectures. Là. Ça, c'en est une typique où est-ce qu'on va réduire graduellement la résolution des images, puis après ça, on les traite puis on réaugmente la résolution. Un outil très puissant dans le projet qu'on va parler aujourd'hui, c'est avec les CT synthétiques, c'est des réseaux adversariaux, des adversarial networks. C'est que ce qu'on fait, c'est qu'on développe un algorithme qui peut discriminer entre du vrai et du faux. C'est que, dans notre cas, des images réelles de patients, puis des images synthétiques ou artificielles de patients, puis on entraîne un algorithme pour faire la différence entre des vrais et des faux. C'est qu'on travaille là-dessus, on travaille là-dessus, ça l'optimise. Puis après ça, on fige cet algorithme-là, puis on dit, OK, on va entraîner un algorithme pour faire des fausses images, pour essayer de déjouer le discriminateur qu'on a fait, puis on fait ça à répétition. Ça donne des résultats là, qui sont très, très, très impressionnants. S'il n'y a personne qui est allé à ce site-là, après le midi, là, avant de recommencer le travail, vous allez sur This is not a person. Ça, c'est une image de quelqu'un qui n'existe pas, qui a été créé de rien, de bruit de fond en utilisant cet algorithme-là. Puis là, un algorithme qui décide, je vais faire une photo artificielle de personne, qui va déjouer l'autre algorithme pour dire que ça a l'air d'une vraie photo. Puis, à l'occasion, là, on en voit que, je ne sais pas si vous voyez des petits défauts dans les images, là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas bien moi que les boucles d'oreilles, c'est là qu'on les voit des fois, que ce n'est pas des vrais, mais c'est quand même assez impressionnant. Que moi, comme je dis, moi, je suis médecin, l'intelligence artificielle, j'en ai une connaissance là, très superficielle. Si on veut faire des projets, qu'on ne veut pas toujours acheter des produits commerciaux, souvent les produits commerciaux, ils ne répondent pas à tous nos besoins, ne sont pas basés sur notre réalité, sont dispendieux, mais il faut s'associer des collaborateurs. Dans ce projet-là, c'est entre autres le Dr Kadouri, qui est ingénieur là, au CHUM, affilié avec la Polytechnique. Le problème qu'on voulait adresser, c'est qu'on a des patients qui ont une résonance magnétique, ils ont un scan, puis ils ont des traitements. Puis dans le fond, le scan, il sert à calculer la dose, mais c'est un rendez-vous d'extra pour le patient. Des fois, c'est une injection d'extra pour le patient. C'est une machine de plus dans notre département. Puis, il faut aussi aller essayer de recoller une résonance magnétique sur un scan. Puis, si on se trompe un petit peu dans l'ajustement, on peut causer une erreur systématique. Ça serait plus facile si on pouvait faire une résonance magnétique, utiliser une technique pour extraire un scan simulé, synthétique de la résonance magnétique. Puis là, bien, on sauve un rendez-vous, on sauve peut-être du temps, peut-être un appareil de moins qu'on a besoin même d'acheter dans le département. Il y a différentes techniques pour aller faire ces CT artificielles-là. On peut se baser sur la physique, c'est-à-dire je prends plusieurs séquences de résonance magnétique, puis je sais que, OK, si c'est noir sur elle, blanche sur elle, gris sur l'autre, ça doit être du gras. Donc, je vais catégoriser ça dans du gras, puis c'est basé sur la physique. Il y a des techniques d'atlas. Ça veut dire qu'on a un catalogue de scans et de résonance de d'autres patients, puis on va en coller une d'aujourd'hui sur une du catalogue, puis on va transférer de notre atlas ou de notre catalogue sur le scan d'aujourd'hui. Puis après ça, on a les techniques d'intelligence artificielle, un peu les mêmes technologies que pour créer les visages là, de personnes qui n'existent pas. Nous, on a été un site bêta-test pour une technologie commerciale, qui était pré-commercialisation, c'est de notre fournisseur de résonance magnétique. Puis là, vous voyez, on met le patient, il finit ses examens qu'il a besoin pour délimiter son cancer, puis on lui fait un paquet de séquences de résonance magnétique d'extra. On peut rajouter facilement un 15-20 minutes là, à son examen. Puis avec ça, il y a un algorithme qui combine les différentes séquences, puis qui sort un scan artificiel ou synthétique. Puis ici, on voit le scan synthétique comme soustrait du vrai scan, puis on voit certaines différences. Par exemple, l'appui-tête du patient qui ne contenait pas d'eau n'a pas été vu du tout à la résonance magnétique, puis il reste des petites différences résiduelles qu'on a été à évaluer s'il y a un impact sur les doses qu'on donne aux patients. Ça serait plus facile si on n'avait pas à faire ces séquences d'extra-là qui ne servent pas vraiment
à délimiter le cancer. Puis si on avait une approche un petit peu flexible, le produit que je vous ai montré, il fonctionne pour des têtes. Si tu veux un produit qui fonctionne pour des coups, bien, c'est un autre produit qui n'existe pas, qu'il faudra acheter dans le futur, puis un autre pour les poumons, puis un autre pour l'abdomen, puis un autre pour le bassin. Il y a des technologies, comme je vous ai montré, même qui permettent, là on voit, vous voulez prendre un manet puis le convertir en monnaie ou une photo puis en Picasso qui permettent de transférer des styles. Bien, finalement, ce genre de technologie-là permet probablement aussi de transférer d'un scan à une résonance magnétique. Puis dans ce cas-là, dans les deux sens. On pourrait à la limite aller dans l'autre sens. Mon collaborateur, ça donne Dr. Kaddouri, qui avait déjà exploré ce genre d'algorithme-là. Là, on le voit ici entre une IRM de la colonne puis un scan de la colonne, le vrai puis le synthétique, puis ça se ressemble pas mal. Il y a des trucs particuliers. En ce moment, l'intelligence artificielle, avec les limites de l'informatique, même si on a une image en 3 dimensions d'un humain, bien, il traite ça une tranche à la fois. Puis, il ne s'inspire pas de la tranche juste au-dessus ou juste en dessous quand il travaille. Dans cette stratégie-là, bien, on intègre peut-être 3 tranches pour avoir comme ce qu'on appelle du pseudo 3D pour faire le travail. Notre projet, c'est bien, au lieu de convertir des scans à des résonances de colonnes, mais ça va être des scans à des résonances de tête, puis l'évaluation ne sera pas la même. Nous, on veut que ça donne la même dose au patient quand on va faire le calcul, pas que ça donne la même interprétation diagnostique ou le même plan de traitement d'un problème de colonne. Dans le futur, il n'y a pas vraiment une étape où est-ce qu'on ne peut pas intégrer là, l'intelligence artificielle. C'est qu'on a dit, avant même de commencer le traitement du patient, peut-être qu'on pourrait prédire si on fait le bon traitement ou s'il va y avoir des toxicités. La segmentation, là, il y a un grand nombre de produits déjà sur le marché. Mais il y a encore un besoin pour ce qui n'est pas des organes, ce qui est des tumeurs. Ça, c'est plus compliqué à segmenter. On a vu ici, dans la planification, le CT synthétique. Puis, à tous les jours, pour prédire le mouvement des tumeurs, pour refaire les calculs, pour décider à qui on refait un calcul, bien, il y a du travail à faire. Dans toutes ces applications, ce qui peut être lourd quand même, c'est pour assurer la sécurité des patients, pour être sûr qu'on fait aussi bien qu'on faisait. Il y a toute une validation clinique, puis d'ailleurs, qu'on peut juste faire dans un milieu comme le nôtre, dans un milieu clinique. On a une autre machine à créer des données qu'on va installer relativement sous peu, qui est une machine qui, en plus d'avoir une résonance magnétique avant le traitement, puis d'espérer qu'on traite la bonne chose pendant le mois qui vient, qui va prendre une résonance magnétique à tous les jours, pas juste même avant le traitement, mais pendant le traitement. Vous imaginez la quantité de données. Si chacun de nos 3500 patients qu'on traite, ils ont un film en résonance magnétique en moyenne 15 fois pendant leur traitement, ce n'est pas un humain qui va pouvoir analyser ça, puis ça va prendre des techniques d'intelligence artificielle. On est chanceux que le manufacturier de cet appareil-là, il est à pied du CHUM. Il ne marche pas pire, mais c'est un 20 minutes à pied. Ça fait qu'il y a un intérêt d'avoir un collaborateur qui a un appareil qui n'est pas très loin là, de ses bureaux, puis qu'on peut travailler ensemble. Sur l'horizon de l'année prochaine, je pense que la segmentation d'organes, c'est quelque chose qu'on va voir venir. La dosimétrie basée sur des CT synthétiques, c'est quelque chose qu'on commence, mais qu'on va poursuivre en intelligence artificielle. On a déjà des projets pour l'intelligence artificielle en prédiction de la toxicité, du contrôle tumoral. J'ai des collègues qui ont déjà des publications en pistage ou en suivi des tumeurs. On a un projet pour prédire les patients qui auront besoin d'avoir un changement de leur plan, pour accumuler le petit peu de dose qui est donné à chaque jour. Puis aussi un plus grand projet pour dire, bien, toute cette information-là, de la même manière qu'on a des biobanques avec des spécimens de tumeurs, bien, pourquoi qu'on ne mettrait pas dans les spécimens de tumeurs peut-être le microbiome du patient, puis après ça, toute son information de radionco, de dose, puis d'image, tout dans la même biobanque pour pouvoir faire des recherches futures. En conclusion, vous aurez vu que la radio-oncologie, c'est un terreau très fertile à l'intelligence artificielle, qu'on a des applications, dont certaines déjà en place, pour automatiser, peut-être rendre moins variable, plus sécuritaire, plus rapide des tâches qui sont routinières. On a des applications qui sont un petit peu plus dans le futur rapproché pour créer du nouveau savoir, qui ne sont pas juste pour remplacer des tâches manuelles. Le synthé synthétique spécifiquement a le potentiel de remplacer un scan, moins de rendez-vous, moins de radiation du patient, moins de sources d'erreur, puis peut-être un appareil physique là, de moins.
que je vous remercie. Vous aurez remarqué évidemment qu'il y a très peu de ce que j'ai présenté que c'est moi qui ai fait. C'est grâce à des collaborateurs, plusieurs qui sont dans la salle, que ce soit des physiciens, des technologues ou des chercheurs ici au CHUM, que ces choses-là vont se faire ou que se sont déjà faites. C'est seulement là, ensemble qu'on peut avancer dans ces savoirs-là. Je vous remercie. Je répète qu'on est disponible sur Facebook Live. Donc, si vous avez des questions sur le web, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Bonjour, Dr. Roberge. Tout d'abord, je dois vous avouer que j'aime beaucoup votre chandail. Oui. Je l'ai volé à un kiosque IBM. Là. Ouais. Peut-être, on a bien compris en début de présentation qu'en radio-oncologie, vous avez une approche interdisciplinaire. Puis, je suis curieuse. Puis là, on voit comme toutes les possibilités puis les applications de l'intelligence artificielle dans votre domaine. Je serais curieuse de voir qu'est-ce que vous anticipez comme impact justement sur la pratique de l'ensemble de l'équipe qui œuvre en radio-oncologie. Je pense que c'est la même chose dans plusieurs des applications. C'est qu'on ne va pas dire, bien, on a acheté une boîte, on l'a installée, puis il y a un employé qu'on n'a plus besoin. C'est juste cet employé-là va faire moins de tâches répétitives, puis il va faire des tâches de plus haut niveau en utilisant cette aide-là. Parce que comme je dis, nous, finalement, on en a à l'infini du travail. Puis juste, on a des limitations de temps puis de budget qui font que, bien, on faut rationaliser, puis on fait ce qu'il faut faire pour faire des traitements sécuritaires. Puis si on peut avoir certaines de ces tâches-là qui sont faites autrement, bien, on va pouvoir développer. Ce qui est difficile des fois aussi, c'est qu'il y a un investissement quand même initial en temps, des fois en argent, qui est important avant d'avoir le bénéfice. Ces algorithmes-là, s'il faut les entraîner, bien, c'est du temps qu'on passe à entraîner des algorithmes qu'on ne traite pas des patients. Merci. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une autre question dans la salle? Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect d'intégration de votre technologie dans les milieux cliniques. Surtout étant donné que vous avez des partenaires à l'externe, si vous pouvez nous parler un peu de le mécanisme de l'intégration. Merci. Nous, c'est déjà un choix dans notre département d'avoir là, un écosystème où est-ce qu'on a la majorité des manufacturiers sont présents dans notre département. Il y a d'autres départements qui choisissent d'acheter des solutions clés en main d'un seul manufacturier. C'est qu'on a déjà des tâches d'interfaçage. Puis je pense qu'on peut aller mettre entre différents systèmes là, des applications d'intelligence artificielle puis de les intégrer. On est chanceux aussi qu'en radio-oncologie, il y a un certain effort d'avoir des standards internationaux, par exemple de format, de fichiers, qui nous permettent là, d'intercaler des choses dans notre chaîne qui ne viennent pas nécessairement là, du fournisseur commercial de nos produits. Là. On va passer à une question maintenant sur Facebook. Donc, la question est, le scan synthétique est-il de même qualité diagnostique des scans courants ou juste de... Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ben, je peux la répéter. À la limite, la question, c'est est-ce que le CT synthétique est de la même qualité diagnostique qu'un vrai CT? Je vous dirais non. C'est qu'on a déjà l'expérience avec le produit commercial. Nous, ce scan-là, de toute façon, ne sert pas un but diagnostique. La résonance magnétique qui a servi à le créer, elle est même de meilleure qualité que le scan. Elle a plus d'informations. Puis, dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est qu'avec le CT synthétique, c'est de permettre les calculs puis le repérage. Puis pour ça, jusqu'à maintenant, c'est pas exactement pareil, mais c'est dans l'ordre de grandeur là, des autres sources d'erreurs là, dans notre département. Puis c'est quelque chose qui va juste aller en s'améliorant. Là. Parfait, merci. Oui, merci, Dr. Roberge, pour la présentation.
Vous êtes chef de département quand même de la radio-oncologie. Là, je vais vous poser une question de gestion. Comment vous favorisez une culture où vous amenez l'ensemble de l'équipe tant médicale qu'interdisciplinaire à embarquer dans cette mouvance technologique d'IA, tant au niveau des soins, de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation? Vous, comme chef de département, vous faites quoi? C'est quoi vos ingrédients clés que vous injectez pour avoir un sens de leadership collectif et de communauté? Ouais, on voit que les questions ne sont pas arrangées parce que c'est des questions difficiles. La question présume aussi qu'on réussit. On réussit pas si bien que mal. Je vous dirais, il y a un côté de donner l'exemple. Il y a un côté de donner les ressources aux gens pour le faire, de mettre ça comme une priorité dans le département, dans l'institution, d'encourager les projets de recherche qui viennent avec du financement. Puis des fois, le financement permet justement d'avoir du personnel supplémentaire pour aider là, avec ces tâches-là. Merci. Donc, une dernière question dans la salle. Oui. Est-ce que le patient sait ou saura durant du début jusqu'à la fin de son traitement qu'il y a eu intervention d'intelligence artificielle? Je vous dirais, là, le patient d'aujourd'hui ne sait déjà pas en détail le nombre d'algorithmes qui traitent déjà ces données. Je vous dirais, on a certains projets de recherche où est-ce que le but, c'est de découvrir des nouveaux savoirs, peut-être changer le traitement du patient, mais là, le patient devra consentir à un projet de recherche, pour évidemment bien au courant. Si un jour son foie il a été dessiné à l'aide d'un algorithme au lieu d'un humain, là, il ne saura peut-être pas. Il ne sait déjà pas, parce que dans certains cas, on a des algorithmes qu'on utilise qui ne sont juste pas d'apprentissage profond, mais qui utilisent la densité du foie ou d'autres stratégies. Là, donc, merci beaucoup pour cette présentation. Encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour Dr. Robert. Donc, sans plus tarder, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons maintenant sur la scène Alexandra Bouigas, qui est nutritionniste de formation et chef du secteur intérimaire à la gestion des menus au CHUM. Elle nous fera découvrir comment l'IA peut s'intégrer dans sa profession, surtout dans la création là, de menus ultra spécialisés pour les patients et comment sa formation va se transformer. Donc, sans plus attendre, veuillez accueillir Madame Bouigas. Merci beaucoup, puis félicitations, Dr. Roberge, pour votre présentation et à toute votre équipe. C'est vraiment intéressant, vos projets. Donc, ça me fait vraiment un grand plaisir de vous présenter le projet des menus ultra personnalisés. C'est un projet qui est réalisé avec Nutritech, qui est une compagnie qui conçoit, développe le logiciel WinVision. Et ce logiciel-là est utilisé au CHUM depuis plusieurs années déjà. Et c'est vraiment essentiel à la gestion des menus des patients, parce que nos patients ont des contraintes médicales, ils ont des contraintes nutritionnelles, puis on a tous des goûts, des aversions alimentaires, des fois des intolérances, donc il faut gérer toutes ces contraintes-là. Donc, avant de vous présenter comment l'IA va nous aider, nous supporter, tant au niveau de la gestion des menus, donc des techniciens en diététique, que les nutritionnistes, je vais vous expliquer un peu pourquoi on a voulu faire ce projet-là. Avant toute chose, comme je l'ai dit, on fait le projet avec Nutritech, donc je déclare un conflit d'intérêt avec cette compagnie. Donc, la première raison d'être pourquoi on veut réaliser ce projet-là, c'est qu'il faut se le rappeler. La malnutrition, c'est un fardeau pour l'ensemble du réseau de la santé. Selon des données de 2016, c'est pas moins de 45% des patients canadiens qui, lorsqu'ils sont admis à l'hôpital, sont en état de dénutrition. Et malheureusement, il y a 75% des cas de dénutrition qui ne sont pas détectés. Donc, il nous faut vraiment des outils, des processus et des moyens d'adresser la malnutrition. Puis, pourquoi je vous ai montré les images que vous voyez à l'écran, qui m'ont été prêtées par une de mes collègues nutritionnistes en oncologie. En fait, c'est qu'on ne peut pas juste se fier à l'apparence physique pour dire si un patient a besoin d'être vu par une nutritionniste ou avoir du support de la part d'une technicienne en diététique. Donc, à gauche, on voit une dame qui est très cachexique, qui est maigre, mais les deux autres personnes que vous voyez au centre et à votre droite ont aussi nécessité du support nutritionnel, donc entéral et parentéral. Puis la dénutrition a de multiples conséquences, comme on le sait, donc augmentation des risques d'infection, d'être réhospitalisé après un congé aussi,
augmente les chances d'avoir des comorbidités et de la mortalité aussi. Et ça peut augmenter la durée de séjour des patients et donc les coûts associés aux soins qu'on leur offre. Une autre raison pour qu'on veut faire ce projet-là, c'est que pour nous, c'est une opportunité d'améliorer nos processus, nos outils de travail, puis d'utiliser le plein potentiel des données qui nous sont disponibles. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu plus en détail tantôt, mais ce logiciel-là a une multitude de données sur les aliments, les recettes, les quantités, toutes les valeurs nutritives en micro ou en macronutriments de ces aliments-là. En ce moment aussi, on a 3 défis ou enjeux, je vous dirais. On a beaucoup de temps, un peu comme Dr. Robert, je l'expliquais, qu'on pense à faire des activités répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, des calculs manuels, des ajustements manuels de menus pour s'assurer qu'on respecte des balises nutritionnelles, un plan nutritionnel. Faut dire aussi qu'on a énormément de patients au CHUM qui ont des enjeux nutritionnels. Donc, on a fait une petite étude à l'interne l'année passée, puis c'était pas loin de la moitié des patients, c'était comme 42 des patients hospitalisés au CHUM qui étaient suivis activement par une nutritionniste. Donc, il nous faut vraiment des façons de travailler plus efficaces. Et il peut arriver aussi qu'il y ait un manque de corrélation entre ce qu'un patient a besoin d'un point de vue nutritionnel et ce qu'on lui donne comme menu à l'hôpital. Je vous donne un exemple. J'avais fait un petit recensement pour des patients qui étaient en hépatologie, qui ont des cirrhoses au foie et qui font souvent de l'acide, donc ils ont de la rétention hydrosodée. Ils ont une restriction en sodium, nécessairement, qu'ils doivent avoir. Puis, il y avait beaucoup de patients, malgré ce que le logiciel est capable de faire, d'éliminer des aliments très salés, ils recevaient des quantités assez importantes de sodium pour certains cas. Pas tous, mais un nombre qui est un peu trop élevé selon nous. Et finalement, une dernière raison pour qu'on veut faire le projet, c'est pour améliorer, bien sûr, l'expérience patient, qui se sentent bien pris en charge rapidement et qui est vraiment une prise en charge qui est personnalisée par nos professionnels. Donc, le projet qu'on propose a 2 volets. Un volet qui ne contient pas d'intelligence artificielle, mais qui va travailler en synergie avec un algorithme. Donc, cette première partie-là, c'est ce qu'on appelle le module diététique. Donc, Nutritech a travaillé à développer un outil de travail pour les nutritionnistes. Donc, c'est dans le fond un outil qui rassemble toutes les informations nécessaires pour évaluer le patient, rédiger nos notes au dossier. Il y a même aussi la capacité d'être interfacé avec les données de médicaments, les données de laboratoire, les données biométriques qu'on utilise. Donc, tout est centralisé à un endroit. Et les nutritionnistes pourront aussi rédiger le plan nutritionnel. Donc, par exemple, un patient qui a besoin de 2000 calories avec 100 grammes de protéines, j'en ai un exemple simple, eh bien, elle va pouvoir pousser cette information-là à ce qu'on va appeler l'engin de calibration. Bien, pas l'engin de calibration, mais à un endroit où la technicienne travaille. Et la technicienne va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour s'assurer d'appliquer ce plan-là de manière continue. Parce qu'en ce moment, si un patient a besoin de 2000 calories et de 100 grammes de protéines, bien, la technicienne qui applique le plan, elle doit le faire manuellement, regarder, OK, le menu qui sort aujourd'hui, est-ce que ça respecte ces balises-là, oui ou non, et sinon, elle doit faire un peu des essais-erreurs pour essayer de respecter ça. Fait que vous comprendrez que ça prend énormément de temps. Donc, soit qu'on ne le fait pas parce que c'est trop long, ou quand on le fait, bien, on passe tout ce temps-là pas avec les patients puis devant un écran à travailler. Donc, l'intelligence artificielle va pouvoir aider la technicienne à proposer des bonifications, des modifications au menu du patient pour s'assurer qu'on respecte, oui, ses goûts, ses préférences, ses contraintes médicales, nutritionnelles, mais aussi qu'on respecte un objectif précis, quantifié en termes de nutriments. Fait qu'on va réduire le temps qui est consacré aux activités à faible valeur ajoutée, puis on va s'assurer d'avoir une meilleure corrélation entre ce qu'on offre à nos patients versus ce qu'ils ont besoin. Donc, juste pour refaire une petite démonstration dans la trajectoire de soins offerts d'un point de vue d'une prise en charge nutritionnelle, on reçoit comme nutritionniste une requête d'un médecin, d'une infirmière où on prend en charge d'emblée des patients. Par exemple, les patients insuffisants rénaux, on les prend tous en charge. On va l'évaluer. On va rédiger, dans le fond, notre plan dans le module diététique. Et ce plan-là, par exemple, un patient qui est insuffisant rénal, on va dire qu'il a le phosphore sanguin qui est élevé. On va lui dire, bon, il doit être limité à 1000 mg de phosphore par jour, par exemple.
Elle va pouvoir pousser cette information-là là où la technicienne en diététique travaille, et la technicienne en diététique va pouvoir utiliser l'engin de calibration pour que le menu continuellement propose des modifications pour respecter ce plan-là. Donc, comment ça marche un peu plus concrètement? Actuellement, comme je dis, on est capable d'offrir des menus qui sont personnalisés à nos patients. Donc, on va, dans le logiciel, il y a des filtres, il y a des sélections que la technicienne peut choisir. Par exemple, comme filtre, elle pourrait dire, bien, je veux un régime diabétique. Donc, automatiquement, il va y avoir des collations qui vont sortir pour pas que le patient ait d'hypoglycémie entre 2 repas. Je pourrais aussi avoir une allergie au céleri, donc il n'y aurait aucun ingrédient qui contient du céleri qui serait généré dans mon menu. Puis je pourrais aussi sélectionner des préférences. Donc moi, j'aime beaucoup les pâtes, donc quand il y a des pâtes au menu, j'aimerais que ce soit ça qui me soit servi. Donc, ce qui fait en sorte que le menu est personnalisé. La calibration, ce qu'elle va venir faire, c'est de dire, OK, en plus d'être diabétique, d'avoir une préférence pour les pâtes, d'avoir une allergie au céleri, ben ce patient-là, justement, est insuffisant rénal, doit être limité à 1000 mg de phosphore et il est dénutri, il faut qu'il ait, par exemple, entre 80 à 90 g de protéines. Donc, à partir du menu qui est généré, ben on va pouvoir avoir l'aide de la calibration pour respecter ces nutriments-là de manière plus précise et en continu. Fait que j'ai fait un petit test, et puis je vais vous en montrer un tout de suite après, qui est encore plus complexe, où j'avais mis un nombre de calories. J'avais mis 2000 calories puis 80 grammes de protéines. Puis ce qui avait sorti sur le menu, c'était un spaghetti avec une sauce pomodoro, donc une sauce tomate, avec une petite salade, un pudding, un thé et un biscuit. Donc c'est ce que le patient recevait. Ça nous donnait 405 calories et 7 grammes de protéines. Et en utilisant la calibration, il est allé modifier la sauce avec mes pâtes. Donc, il a pris une sauce aux lentilles. Il a choisi une crème de carotte au lieu d'une salade. Et il a choisi le pudding enrichi à la vanille qu'on offre aussi au CHUM, donc enrichi avec de la poudre de protéines. Et on est allé plus de tripler, en fait, la valeur en protéines en quelques secondes seulement de manière automatique. Donc, ça a vraiment un pouvoir de support pour les techniciennes assez grand. Puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, en ce moment, on est à piloter un peu cet engin de calibration, cet algorithme-là. Il y a un énorme potentiel d'auto-apprentissage et d'engins, même de recommandations. Je regardais ça, puis je parlais avec des collègues, un peu comme Amazon fait quand vous magasinez sur Amazon, puis que vous achetez des items ou vous visualisez des items. Il y a tout le temps des items qui vous sont recommandés, qui sont un peu similaires ou qui fit avec votre profil. C'est bizarre, hein? Mais en fait, c'est parce qu'ils utilisent toute une base de données. Ils regardent quelle autre population, quel autre client a acheté des mêmes... c'est pas aussi simple que ça, là, c'est un peu plus compliqué, mais je suis pas informaticienne, donc je peux pas aller dans le grand détail. Mais en se basant sur, c'est ça, d'autres gens qui ont cliqué les mêmes items que vous, ben ils peuvent vous proposer d'autres articles, d'autres produits qui vous conviendraient potentiellement et que vous pourriez acheter. Donc, un peu comme un profil de patient diabétique ou avec des contraintes nutritionnelles similaires, la calibration ou l'engin de recommandation pourrait recommander des recettes ou des articles qui conviendraient aussi à une autre clientèle. Donc, il y a un énorme potentiel et qu'on veut développer aussi avec Nutritech et peut-être d'autres partenaires aussi qui seraient intéressés à aller de l'avant. Donc, je terminerai avec un dernier exemple qui est un peu plus complexe pour vous montrer jusqu'où on est capable d'aller actuellement avec cette calibration-là. Donc, on a à votre gauche un plan nutritionnel pour un repas. Donc, le repas du souper, il y a 5 nutriments qui étaient à calibrer. Donc, calories, phosphore, potassium, protéines, sodium. Vraiment un cas typique d'insuffisance rénale. Et on voit ce qui a sorti automatiquement au menu. Donc, c'était un gratin de bœuf avec une soupe, macédoine, etc. Puis, on atteignait seulement 65 en fait, on respectait à 65 l'ensemble du plan nutritionnel qui avait été proposé. En utilisant la calibration, il a été capable de faire 2 modifications au repas, donc avec la quiche aux asperges et en ajoutant une pomme de terre, et on respecte 100% des critères nutritionnels qui avaient été émis. Et donc, pour arriver à faire ça, c'est pour ça qu'on dit que
c'est très complexe et ça demande beaucoup de réflexion. Puis un être humain, ça demande énormément de temps à réaliser ces tâches-là. La calibration a été capable d'analyser 2280 valeurs nutritives distinctes parmi les 5 nutriments que je vous avais montrés, parmi 76 mets différents qui sont disponibles dans la journée, avec des combinaisons de quantités de portions différentes. Et tout ça aussi, il faut dire, l'intelligence artificielle, des fois, ça peut donner des solutions un peu bizarroïdes, genre pour respecter un nombre de calories, il pourrait donner juste des patates pilées sur un menu, puis bien sûr, on ne veut pas ça. Donc, il faut quand même qu'il y ait une espèce d'aspect social d'un repas normal, là, avec une entrée, un breuvage, etc., qui est à considérer. Il y a aussi des contraintes d'espace sur les cabarets qui est à considérer, et tout ça en moins de 10 secondes. Donc, ça a vraiment un énorme potentiel de support, cette calibration-là. Donc, en bref, on en est à débuter des jeux d'essai, planifier des jeux d'essai avec toutes sortes de profils médicaux différents, à tester aussi la calibration avec les nutriments qui sont les plus utilisés en premier lieu. C'est un projet qui va supporter nos professionnels de la nutrition, qui va nous permettre de faire une meilleure utilisation des données qui nous sont disponibles pour le bien-être de nos patients, c'est certain. Puis je terminerai en nous laissant sur cette sage citation d'Hippocrate. En fait, ce que je veux juste vous dire en terminant, c'est qu'on sait que ce projet-là, ce n'est pas une panacée. On sait qu'on ne va pas combattre la malnutrition partout au monde avec ce projet-là. Mais pour nous, c'est une des façons de l'adresser. Et on travaille étroitement avec les services alimentaires pour s'assurer que nos recettes soient bonnes, elles soient variées, elles soient savoureuses. Puis, je voulais simplement qu'on prenne le temps de se ressensibiliser à l'importance d'une saine alimentation, oui, en général dans la vie, mais durant le séjour hospitalier, c'est vraiment important aussi. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci pour cette super présentation. J'inviterai sur la scène maintenant Madame Josée Denis, qui est présidente directrice générale à Nutritech, à monter sur la scène pour la phase de questions. Donc, Madame va être là pour répondre s'il y a des questions un peu plus techniques. Je vous répète que si vous êtes sur Facebook Live, vous pouvez écrire vos questions dans la zone commentaires. Et si vous êtes avec nous sur place, n'hésitez pas à vous rapprocher des micros. Bonjour, merci pour la présentation. Petite question, est-ce que le recours à cet outil a changé vos stratégies pour que l'amélioration des habitudes de nutrition au long terme ait lieu? Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos stratégies pour accompagner les patients pour qu'ils aient de meilleures habitudes alimentaires après l'hospitalisation? Je vous dirais que on n'est pas assez avancé dans le projet pour se rendre l'impact après. Pour moi, c'est sûr que le fait d'avoir ces menus ultra personnalisés-là, il faut sensibiliser les patients aussi à pourquoi ils reçoivent certains aliments, pourquoi c'est important qu'ils les mangent. Donc, indirectement, j'estime, puis ça va être à discuter avec l'équipe de nutrition clinique puis de la gestion des menus, mais de les sensibiliser encore plus après leur séjour hospitalier, pourquoi c'est important de manger tels aliments-là. Ça va peut-être renforcer l'enseignement qu'on leur fait déjà avant qu'ils quittent l'hôpital. Oui. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je suis nutritionniste au CHUM depuis de nombreuses décennies et je dirais que l'appétit des patients est très variable lors d'une hospitalisation. Une des causes de la malnutrition, c'est que les patients ne vident pas leur assiette. Il y a beaucoup de restes dans les plateaux. Est-ce que votre logiciel va tenir compte? Parce que si on donne un plan qui est trop serré, si le patient mange seulement 50 bien, ça n'aura rien donné en bout de ligne. Et souvent, le patient est à jeun pour plusieurs examens, etc. Est-ce que votre logiciel tient compte de ça, des apports des patients réels? Oui, en fait, on peut déjà saisir des bilans alimentaires. Donc, quand on a un patient qu'on sait qui est précaire, qu'on veut suivre ses apports alimentaires, oui, ça peut être saisi. Et oui, ça peut être, en fait, visionné par la nutritionniste, par la technicienne. C'est sûr que
c'est pas magique. Hein. Ça peut pas faire plus manger les patients. Mais le partage d'informations entre où la technicienne travaille et la nutritionniste, donc tant sur le plan que sur ce que le patient reçoit. Et si on le veut, oui, sur ce que le patient mange. Tout ça, oui, peut être inscrit. Puis, ce que ça peut nous dire, en fait, c'est, OK, le patient ne mange pas, il faut trouver d'autres stratégies ou il faut prioriser peut-être la visite auprès de ces patients-là pour vraiment essayer de faire en sorte qu'ils s'alimentent davantage. Là. Mais tu sais, Marie-Jeanne, tu mentionnes un super bon point aussi, mais sur lequel on a un peu moins le contrôle. Par exemple, quand ils sont majeurs pour plusieurs examens, ça, c'est d'autres. Ça serait l'ordre de d'autres projets, peut-être, pour adresser la maladie. Mais est-ce qu'on pourrait, comme nutritionniste, mettons, dire, oui, mon plan, c'est tant de calories, mais pour être certain que le patient consomme un minimum de calories, mettons, ce serait le plan plus 20 pour oui, ce patient-là, plus 50 Tout à fait. Puis on peut aussi marquer... Oui, on pourrait marquer minimum au moins, ou oui. Ça. Oui, ça, tout à fait. Parce que comme pour mes patients en fibrose kystique, on leur envoie beaucoup plus de calories que leurs besoins, mais en bout de ligne, ils vont combler leurs besoins. Si on avait envoyé seulement le minimum, peut-être que ça n'aurait pas fonctionné. Tout à fait. OK, merci. Tout à fait, oui. Merci. On va enchaîner avec une question Facebook. Donc, pour le patient, est-ce que cette prise en charge pourrait se poursuivre au-delà de son hospitalisation? Par exemple, y aurait-il des recommandations pour cuisiner des menus personnalisés à la maison? Wow, c'est une bonne idée. J'adore l'idée. Honnêtement, on s'est pas rendu jusque-là dans le cadre de ce projet, dans l'envergure du projet qui est prévu. Qui sait, peut-être que ça va le devenir, mais pour l'instant, non, c'est pas prévu dans le projet. Merci. Une autre question dans la salle? Merci Alexandra pour la super présentation. Donc moi, j'ai posé une question, ça va permettre à Josée de répondre aussi. C'était super la façon que vous avez rallié une équipe autour de ce projet-là. Il y a les nutritionnistes, les chefs à tous les niveaux, du chef de proximité jusqu'aux directeurs et directrices adjointes qui sont pas loin, un partenaire industriel et l'équipe de Josée, un patient partenaire que vous êtes en train de recruter, de la recherche également. Explique-moi, toi, qui es nutritionniste sur le plancher, qu'est-ce qui te motive à faire ce projet-là, de rallier une équipe autour? Puis c'était quoi les défis auxquels tu as fait face également autour de rallier une équipe interdisciplinaire et interdirection? Okay. Bien, ce qui me motive, en fait, c'est... c'est sûr qu'on est dans un endroit où, quand on a une idée, on est écouté. Fait que ça, puis c'est entre autres à cause peut-être de tout le travail du CHUM. Je pense que il faut arrêter de se dire que, tu sais, la nourriture à l'hôpital, c'est pas important. C'est tellement quelque chose d'important. L'autre chose aussi qui me motive beaucoup, c'est d'être près des équipes, de les écouter, puis de réaliser qu'ils font beaucoup de tâches à valeur ajoutée répétitive, un peu comme Dr. Roberge le faisait, puis qui peuvent les limiter dans leur rôle et de permettre, grâce à la technologie, d'éliminer ces tâches-là pour qu'elles aient plus de latitude, avoir plus de patients, à être plus, d'aller plus les visiter. C'est quelque chose qui est super motivant pour moi. Puis parmi les défis qu'on a rencontrés, je vous dirais, c'est sûr que tout ce qui est, c'est quand même une... Tu sais, la technologie, ça nous force à changer des comportements, à changer des façons de travailler. Mais c'est pour ça aussi on a commencé à en parler vraiment tôt dans le projet. L'année passée, j'avais fait 2 présentations devant des équipes pour tranquillement prendre le pouls, qui en entendent parler, etc. Donc, c'est des façons d'adresser ces défis de changement dans les pratiques. Ouais. Et Josée, quelle est la valeur de travailler avec le milieu terrain, là où le patient est, là où les données sont, avec une équipe qui est aussi interdisciplinaire et plurisectorielle? C'est sûr que pour nous, d'avoir cette opportunité-là, c'est vraiment très, très significatif parce que nous, on travaille un peu comme en laboratoire, donc on est une firme de développement logiciel. Donc, on fait vraiment des simulations de cas avec des patients fictifs, avec différents types, justement, de prescriptions diététiques. Mais il n'y a rien de mieux que de le faire vraiment sur terrain pour voir un peu la réaction des gens qui utilisent ça au jour le jour et aussi de voir la résultante et des choses peut-être qu'on n'a pas pensé pour permettre d'améliorer. Donc, par exemple, la calibration en tant que telle, ça change un petit peu la façon au niveau des techniciennes. Les techniciennes, quand elles, comme Alexandra l'expliquait, quand elles doivent faire une calibration manuelle,
chaque technicienne a un peu sa façon de faire, selon son vécu, selon ses connaissances et compagnie, ne prendront pas nécessairement le même chemin. Donc, la calibration, elle apprend dans le fond les données et essaie d'optimiser de façon le plus efficace et le plus constante. Et c'est là qu'il va être intéressant de voir justement quelle est la réaction, dans le fond, justement, des gens qui utilisent et qui font manuellement versus quelque chose qui est fait, justement, de façon automatisée par un système. Okay? Donc, pour nous, c'est vraiment une belle opportunité d'avoir cette expérience-là avec vous. Ça donne aussi, bien entendu, une belle visibilité. Puis c'est surtout, je pense que ce qui est intéressant entre Nutritech et le CHUM, c'est, je crois qu'on était à la même place dans la vision de ce que ça pouvait apporter de supplémentaires au niveau de l'alimentation des patients, puis aussi au niveau de la valeur ajoutée pour essayer un peu de réduire des tâches un peu cléricales qui étaient non efficientes. Fait que nos visions s'accordaient parfaitement, puis c'est comme ça qu'on a décidé de poursuivre un petit peu nos discussions et avancer dans ce chemin-là. Merci beaucoup. On aurait le temps pour une dernière question dans la salle. Donc, je vous remercie beaucoup, mesdames, pour cette merveilleuse présentation. Je vous remercie tout le monde ici d'être avec nous et tous ceux qui sont sur Facebook aussi. Je vous rappelle que c'est diffusé sur la page Facebook du CHUM. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air, ça nous fait plaisir. Si vous avez des commentaires, on est à l'écoute. Dernière annonce, pour le prochain Miam, ce sera le 12 novembre prochain avec Richard Chénier de Centec qui sera là pour parler, challenger ses invités qui ont fait des découvertes sur des produits qui intègrent l'IA à la santé. Donc, on vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui sur le site web de l'IAS. Merci, bonne fin de journée.